C'est les jours et l'heure des tous aux urnes. Messieurs et dames, merci de votre fidélité et surtout, bienvenue, comme vous le savez, tous aux urnes. C'est une tranche qui suit pour vous l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo, ses points forts, ses faiblesses, ses craintes aussi, ou si vous voulez, ses inquiétudes. Et comme vous le savez, je ne présente pas cette émission seule, je suis toujours avec mon estimée consoeur Nathalie Dembasuka, à qui je dis bienvenue. Bienvenue John Chitene, tu vas bien? Merci de ta disponibilité surtout. Merci. Alors, notre invité de ce jour s'appelle Jérémy Kiloubou. Jérémy Kiloubou est un analyste politique, c'est vrai, mais nous le recevons beaucoup plus comme étant un expert en finances publiques. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Comme vous le savez, les élections, c'est d'abord une question d'argent aussi, de beaucoup de moyens. Oui. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler sur ça. Mais commençons d'abord par faire le point de ces processus électoraux, avec comme point d'orgue l'examen de la loi électorale telle qu'elle est réformée au niveau de l'Assemblée nationale. Pour le moment, c'est au niveau de la commission PAJ. Mais depuis le début de l'examen de cette loi jusqu'à ce stade, Jérémy Kiloubou, quelles sont vos impressions? Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Je pense qu'avant d'arriver au niveau du traitement de la loi électorale, j'aimerais que nous abordions d'abord l'importance de la loi électorale ou l'importance des élections karma. Vous savez, conformément à notre constitution, le législateur a voulu à ce que chaque 5 ans, les animateurs politiques devaient être renouvelés dans toutes les institutions, au niveau du président de la République, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Nous devrions renouveler les animateurs. Et l'unique voie qui nous permet de renouveler ces animateurs, c'est les élections. Et ces élections sont organisées sur base d'une loi. Cette loi, dans le contexte de notre pays, nous l'adoptons ou nous l'amendons chaque quinquennat. Donc chaque 5 ans, nous amenons de nouvelles modifications, question de rendre un peu beaucoup plus performantes les élections dans notre pays. Dans ce sens, une loi a été proposée, un projet de loi, qui était à l'initiative du G7, du G13, qui a été soumis au niveau de l'Assemblée nationale pour analyse puis adoption. Et comme vous le savez, conformément à la Constitution, toute loi devait être débattue qu'au niveau de l'Assemblée nationale. D'abord, vous soumettez une loi, nous passons à l'étape de l'analyse de cette loi au niveau de la plénière qui constitue la majorité des députés nationaux qui vont analyser cette loi. Après cette analyse, notre assemblée qui est bicamérale fait transmettre cette loi de l'Assemblée nationale vers le Sénat. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, le G13 a amené des innovations pour renforcer les processus électoraux. Parmi ces innovations, nous comptons, à mon avis, le plus utile, celui de rentrer. On a répertorié au total 18 réformes, innovations proposées. Parmi les 18, certainement au niveau de l'Assemblée, au niveau de la plénière, il y a des réformes, il y a des propositions qui seront retenues en termes d'innovation. Il y en a d'autres que l'Assemblée va juger pas utiles, qui seront élaguées. Ainsi, la loi qui ressort après débat général au niveau de l'Assemblée générale, cette loi sera imposable à tous, et aux députés, et à tout Congolais après sa promulgation, cher ami John. Et alors, puisque vous parlez justement de ces réformes, vous avez cité, comme John l'a rappelé, 18 au total, mais en tant qu'analyste politique, quelle est la réforme qui vous a le plus retenu encore, le plus marqué? Bon, déjà, du fait de proposer de revenir aux élections de détour, parce que nous l'avons déjà en 2006, on avait les élections en détour, mais en 2018, le pouvoir en place, avec sa majorité, a opté pour les élections à un seul tour. Mais cette loi a proposé, cette proposition du G7, du G13 a demandé à ce que nous retournions aux élections de détour. Et une autre innovation, moi je trouve utile, c'est celui d'interdire
l'alignement des suppléants des membres de famille jusqu'au 3e degré inclus. Ça a été élagué, tout ça. Bon, je suis en train de dire, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait à titre personnel. Du fait de demander à ce que le candidat ne puisse pas aligner des suppléants de membres de famille jusqu'au 3e degré inclus, c'est un élément nouveau. Ça allait permettre les revenus de la classe politique et aussi permettre que les gens puissent mériter leur poste ou des fonctions qu'ils occupent. Parce qu'aujourd'hui, vous le constatez bien, il y a un papa qui a assez de moyens, il postule au niveau du Sénat, il postule au niveau de provincial, au niveau national. Il prend son fils suppléant, sa femme suppléante de l'autre côté. Les candidats gouverneurs. Les candidats gouverneurs, du coup, il passe partout avec des moyens. Généralement, vous savez comment les élections se passent dans notre pays. Il laisse son fils là-bas, sa femme de l'autre côté. Ça ne permet pas d'avoir les gens qui méritent ces postes-là. Quelqu'un qui sait qu'il est entré, il est devenu député ou sénateur par trichement de son père, il n'a pas beaucoup d'efforts à donner. Vous comprenez, madame? Il n'a pas beaucoup d'efforts à donner de façon à produire, à donner à l'État ce qu'on attend de lui en contrepartie. Donc moi, je pense que cette initiative était vraiment salutaire pour moi. Et à part ça aussi, ils ont proposé à ce que les élections de gouverneurs soient au suffrage universel direct. Que les gouverneurs ne soient plus votés par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Oui. Mais plutôt que ce soit la population qui s'est choisie, c'est leurs propres dirigeants gouverneurs. Tout ça parce qu'on a décréé la corruption. Oui, on a décréé la corruption. Il y avait un grand nombre d'innovations comme ça dans leurs propositions, mais au finish, je crois que c'est encore au niveau de la commission. Au final, on saura quelles sont les propositions qui sont réellement retenues. Et certainement l'Assemblée aussi, la plénière aura à ajouter. Parce qu'on ne va pas prendre la proposition du G13, on l'imprime papier après papier. Oui. Donc, du fait que c'est passé au niveau de vous êtes un ça va sortir au niveau de... Vous êtes un financier, avec le point de vue de tous. Vous êtes un financier, cette innovation va certainement vous intéresser. On a assimilé à la corruption le fait des données de dons, du riz. Pendant la campagne électorale. Pendant la campagne, ils se sont dit que c'était en fait de la corruption. Autre forme de corruption. Non, mais voilà. Ça, c'est plus ou moins c'est mitigé. Cette proposition. Moi, je pense que du fait de réunir les gens, vous réunissez 50 personnes et que vous achetez de l'eau à boire à ces personnes-là, ou vous leur donnez un 500 francs. Mais quand vous venez avec des sachets de sucre, des sachets de sel... C'est ce que je suis en train de dire. C'est question de voir. Moi, par contre, je pense qu'il faut que nous sensibilisons la population. Par rapport à la loi électorale, la population devait être sérieusement sensibilisée pour leur montrer les biais fondés des élections. Pourquoi nous allons voter et quelles sont les conséquences si nous votons les mauvais animateurs. Qu'est-ce qui va arriver demain? Parce qu'aujourd'hui, si nous avons les animateurs qui sont à la hauteur du pays, à la hauteur des défis, nous aurons beaucoup de solutions sur les problèmes qui nous gangrènent. Mais si nous avons des animateurs qui ne peuvent rien, ainsi nous allons encore perdre 5 ans de plus, ainsi de suite. D'où il faut plus sensibiliser la population, plutôt d'être attentif aux candidats qui leur viennent. Sinon, interdire aux gens de ne pas donner de date, c'est difficile à contrôler. Parce que pendant la campagne électorale, il y a des centaines de candidats, chacun dans son coin, où il n'y a même pas d'électricité, pas d'eau, tout ça. Ça sera difficile. On est africain, voilà. Mais ailleurs, on a essayé de trouver une solution, Nathalie. On a plafonné les budgets des candidats. C'est-à-dire tel candidat pour la présidentielle ou les législatives ne peut pas dépasser tel montant. C'est aussi une façon de... Ça aussi, cher John. Parce qu'il y en a qui viennent avec des moyens colossaux, oui. Et par rapport à ceux qui n'en ont pas, vous voyez, il n'y a pas match. Ouais, bon, ça aussi, dans les contextes de notre pays en Afrique, c'est difficile de pouvoir le rationaliser. Comment l'identifier, comment le calculer? Parce que quelqu'un qui a sa poche, qui va en campagne, vous avez déjà dépensé combien? Non, moi je suis déjà à 5 000. Avec des dépenses, non, il te reste $2 000 seulement. C'est en termes de contrôle. On estime toujours. Oui, les estimations, oui, c'est ce que je veux dire. On peut toutefois estimer. Mais en quand vous déployez les gros moyens, ça se voit. Hein? On met en place une loi pour être appliquée. Si vous mettez une loi qui ne s'applique pas, cette loi ne sert à rien. D'où il faut mettre des dispositions qui seront réellement appliquées. Si ces dispositions ne sont pas appliquées, vous avez passé le temps. Moi, je pense que sur le plan contrôle, ça sera quasi impossible. Vous n'allez pas demander à un candidat président de la République dont vous devez avoir 2 millions de dollars pour votre campagne. Mais au moment où lui est capable d'aller jusqu'à 10 millions, et comment vous allez contrôler cela? Moi, je pense que sur ce plan-là, c'est pratiquement impossible. On veut copier ce qui se passe ailleurs, mais c'est pas... Pour le contexte de notre pays, c'est vraiment pas possible. Alors, j'avais une question de curiosité. Au regard de la situation par rapport à la loi électorale
les contextes de notre pays. Est-ce que vous n'estimez pas en tant qu'analyste politique que la Constitution et la loi électorale sont quelque peu contradictoires dans les faits? Parce que certains estiment que c'est justement ça la cause des troubles après le scrutin dans notre pays. Non, madame, la conformité entre une loi et la Constitution, c'est le travail de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi nous avons cette Cour constitutionnelle. À ce stade ici, en réalité, c'est une proposition de loi. Nous n'avons pas encore obtenu sous forme de loi. La loi sera appelée, cette proposition sera appelée loi après promulgation par les chefs de l'État. Donc à ce stade, c'est encore au niveau de la commission PAJ. On travaille ensemble, à mon avis, avec la commission politique et administrative. Dès que cette commission termine, ça va aller au niveau du Sénat pour une seconde lecture. Le Sénat aussi va faire son travail. Il va voir son point de vue ou ses points de vue. Si ça diverge avec le point de vue de l'Assemblée nationale, ils vont aussi mettre une commission ensemble pour pallier aux divergences. Si jamais cette divergence persistait, le point de vue de l'Assemblée nationale va prévaloir sur le point de vue du Sénat. Après avoir fini cette étape, ils vont transmettre cette loi au niveau du président de la République. Le président de la République a aussi son équipe, les conseillers en matière juridique, tout ça. Ils vont voir la conformité au niveau de cette loi avec la Constitution. Est-ce qu'il y a des dispositions qui choquent ou qui dérangent la Constitution? Si ces dispositions existent, le président de la République va renvoyer la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Mais sinon, je crois qu'avant que ça soit promulgué, on verra article après article, ligne après ligne, la conformité entre cette loi, qui sera la nouvelle loi électorale, avec notre Constitution. Je pense, à ce stade, il n'y a pas de souci. Nous avons des députés, nous avons des intellectuels qui travaillent dessus. Je crois qu'il y a un travail bon sera fourni. Mais en grosso modo, vous êtes optimiste quant à la tenue des élections avec justement cette proposition de loi qui va dans le sens de satisfaire les uns et les autres. Madame, la tenue des élections, on n'a pas besoin d'être optimiste ou pas. Nous n'avons pas besoin de s'y plier, à demander ou à solliciter les élections. C'est la Constitution qui l'a consacrée. En fait, la délégation de la souveraineté se donne à travers les élections. Notre Constitution dit pendant chaque 5 ans, on devait renouveler les animateurs politiques. C'est là, que ce soit le président de la République, que ce soit le président de la Cour constitutionnelle, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, tous, nous sommes soumis à cette disposition. C'est-à-dire, 5 ans après le mandat de Félix Tshisekedi, la CENI est obligée de nous produire des élections. Donc, on n'a pas besoin d'être optimiste, on n'a pas besoin d'être soucié. En 2023, nous devrions avoir des élections conformément à la Constitution. Parce que nous ne pouvons pas vouloir la démocratie et ne pas savoir appliquer les textes. C'est au niveau de notre Constitution qui s'est consacrée. Et tout Congolais, là où ils sont, je les rassure, ils n'ont pas besoin de solliciter les élections. On en aura. Parce que c'est la Constitution qui le demande. Alors, Jérémy Kiloubou, merci d'avoir planté les décors, mais hélas, toute la classe politique, même la société civile congolaise, ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de divergences. Il y en a déjà qui appellent les Congolais à descendre dans la rue pour obtenir, on ne sait pas, un dialogue, parce que, disent-ils, ils ne veulent pas du processus tel que ça évolue, en commençant par l'homme qui dirige actuellement la CENI. Pensez-vous qu'à cette allure, les élections vont se tenir dans les délais et surtout de façon apaisée? Nous sommes très mal habitués dans notre pays. Il y a un problème très sérieux dans ce pays. En fait, les gens jurent que par les pouvoirs. Même sans programme, sans vision, sans aucune ambition. Les gens veulent à tout prix être sous la table du pouvoir. Et du coup, on multiplie soit des stratégies ou des stratagèmes pour contraindre le pouvoir à les appeler. Ce sont des manœuvres dilatoires. Venez vous asseoir. Si nous voulons que ce pays évolue, si nous voulons que nous avancions comme un État normal, nous devrions mettre les textes au-dessus des personnes. La Constitution prévoit les processus de l'élaboration d'une loi électorale. La Constitution dit que la loi électorale devait être traitée au niveau de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Si l'Assemblée nationale finit, c'est le Sénat. Si le Sénat fait son travail, ça part au niveau du président de la République. Ces dispositions, ce n'est pas moi et vous, John, qui l'avons consacré au niveau de la Constitution. C'est les législateurs qui, du reste, sont aussi se demander la société civile et consorts.
Mais aujourd'hui, demander que la loi électorale soit traitée en dehors de l'Assemblée nationale, c'est sur base de quelles dispositions? C'est sur base de quelles règles, mon cher frère? Mais jusqu'à quand nous allons commencer à faire un pas en arrière, nous réunir autour d'une table, nous partager les pouvoirs? Pourquoi ne pas être patient que ceux qui sont là, qui gèrent les 5 ans, si vous pensez que vous avez des propositions à faire, allez vers le peuple. Travaillez de façon à convaincre le peuple qui vous fasse Non, mais confiance. lorsque le processus ne rassure pas tout le monde, parce Non. que... Lorsque les divergences Voilà, sont... il Mais pense madame, qu'on pouvez- est en train pouvez- déjà pouvez- de pouvez- planifier la tricherie. Vous pouvez m'en citer ces divergences, cher John. Si vous en connaissez quelques-unes. Non, mais la CENI déjà telle qu'elle est La composée, c'est... composition de la CENI, Non, Déjà Kadima Kadima, ne convainc pas tout le monde. mon cher c'est le frère, point de départ. Oui. c'est un débat qui va nous faire des pas en arrière. Kadima Le processus n'est pas transparent. a été Tout coopté. est fait de la sorte que Félix Tshisekedi remporte haut la main ces élections. C'est faux, mon cher frère. C'est l'émission de rumeurs. Je vous ai dit dans l'autre émission l'autre fois, cette période où nous sommes en train de parler, nous serons abordés par l'émission de rumeurs. Les cabinets noirs qui veulent à tout prix vaincre les élections pour 2023, Une émission toxique. ils vont émettre des rumeurs. Des rumeurs, l'objectif serait d'étiqueter, ou soit l'étiqueter le chef de l'État comme ennemi du peuple, comme quelqu'un qui patrouille les choses pour se faire élire. Mais en réalité, dedans, il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas vrai, ça ne cadre pas avec la vérité. Ce qui est vrai, c'est quoi? Les gens ne sont pas prêts pour aller aux élections. Les gens ne se sont pas préparés sur le plan financier, sur le plan confiance du peuple. Du coup, il faut contraindre par les moyens de la communication le chef et son équipe de pouvoir nous appeler, nous asseoir et qu'on redistribue les fonctions, les tâches. Donc, On se fait une santé politique et puis on prolonge un peu plus. Mais moi je pense, si le chef de l'État ose aller sur ce pas, on criera sur lui. Les pas du dialogue. Mais on n'en a pas besoin, cher John. On n'en a pas besoin. Ce n'est pas du fait que vous ne soyez pas au pouvoir et que vous n'êtes pas congolais. Vous pouvez servir le Congo autrement. Aujourd'hui, il n'y a que la politique qui est une voie pour les Congolais pour dire que j'ai réussi. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné l'entrepreneuriat, nous avons abandonné le travail, nous avons abandonné les champs. Tout le monde, nous voulons la politique. Même moi qui vous parle là, je n'ai pas de responsabilité au gouvernement, je ne suis pas membre du gouvernement, moi. Mais nous soutenons les processus de développement du pays. Nous voulons que le pays avance de façon que nous devenions plus ou moins un pays normal. Il faut beaucoup de rigueur, John. Nous ne pouvons pas nous réveiller avec beaucoup de lâcheté. On dit, voilà, allons dans un dialogue. Allons dans ceci, allons dans cela. Non, mon cher frère. Vous pouvez imaginer, pendant Covid, en pleine Covid, les États-Unis ont organisé ces élections. Appelant ses compatriotes de pouvoir aller aux urnes, décider sur le sort de son président de la République. Mais chez nous ici, avec tout ce que nous avons comme exploit sur le plan financier, mobilisation des recettes, tout ça. Mais les gens veulent à tout prix chercher des excuses pour que nous nous asseyions autour d'une table, trouver un compromis. Cher John, la République va reculer. Ce monde-là qui sollicite un dialogue, en réalité, ce n'est pas pour servir le peuple, plutôt pour leurs propres intérêts, c'est faire des santé financières. Et du coup, le pays ne va pas se retrouver dans leurs demandes. Alors, puisque John parlait tantôt de dialogue, parce que c'est le vœu, le souhait de certains partis politiques, la CENI, on le sait, a le rôle d'organiser les élections. Les partis politiques aussi jouent le rôle de contrôle de ces élections. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui exigent justement le dialogue se penchent dans cette optique-là? Mais c'est ce que je dis, Le rôle madame. du parti politique. Quand vous sollicitez un dialogue, référez-vous au texte de notre pays. Que dit la Constitution? Que dit la Constitution? Kabila en a fait combien de dialogues dans ce pays? Madame, qu'est-ce que ça a résolu? Je pense que vous ne venez pas de naître. Le 18 ans de Kabila, il en a fait combien de dialogues? Moi, j'en ai participé aux concertations nationales. Où tout le monde à était un là. moment, le dialogue a débloqué la machine. Quelle machine? Nous étions devant l'impasse totale, ça vous le savez. Il a fallu qu'il y ait La dialogue sous l'égide Cher John, de l'Église catholique. la machine qui devait être débloquée c'était dans notre l'issue. pays, c'est la machine du développement. Les élections, ce n'est qu'un moment. Les élections, c'est l'unique moment où la population change, où se choisit des nouveaux dirigeants. Et le plus essentiel dans notre pays, comment faire pour atteindre le développement. Si nous nous consacrons toute l'année, 5 ans durant, en train de chercher des élections, se battre pour des élections, nous laissons à côté le développement. Donc, on est déjà en campagne au lendemain déjà des élections. Apparemment. Apparemment. Et ça
ça nous fait en réalité un pas en arrière. C'est ce que je vous ai dit. Donc. Dans ce pays, il y a des défis. Il y a des priorités, John. Les politiques en parlent le moins. Il y a des défis, cher ami. Vous pouvez imaginer que 11 ans et 60 ans plus tard de l'indépendance, nous mobilisons de recettes en termes budgétaires à hauteur de 11 milliards de dollars. C'est une honte, mon cher frère. C'est une honte. Quand est-ce que cette société civile que vous déclarez là va s'élever, va se soulever pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous les recettes. Comment ça fait que ça ne change pas? Toutes les années, c'est le même montant. Joseph Kabila, mon cher frère, 18 ans au pouvoir, il part, il laisse un budget de 4 milliards de dollars. Quelle magie il avait? Réserve de change de 800 millions. 18 ans de gestion. Ce sont des questions majeures. Aujourd'hui, si vous allez partout dans le monde, la solution sur les problèmes sociaux, c'est l'argent. Mais c'est seulement en RDC que nous pensons que la solution pour nos problèmes sociaux, c'est la politique. C'est des choses différentes. Vraiment des choses différentes. Les vrais problèmes, nous mettons à côté. Les problèmes qui sont moins essentiels, nous en faisons une grande actualité. Cette loi électorale devait être normalement, à mon avis, abordée au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a beaucoup de bruit. Ça a beaucoup de bruit. Parce que c'est leur travail quotidien. On ne devait plus avoir beaucoup de bruit. Vous savez, j'étais énervé d'apprendre le DG de la régie des eaux annoncer que dans les 6 jours, ils vont manquer de produits pour purifier l'eau. Qui en parle? Non, en dehors de ça, qui en parle? Au milieu des politiques, au milieu de la société civile, ils ne sont pas là. Et ils sont où? Nous devons nous retrouver autour d'une table et discuter sur la loi électorale. La loi électorale, en réalité, c'est juste un prétexte. La finalité, c'est solliciter. Mais au-delà de la loi, du processus dans son ensemble. Voilà, ce sont des prétextes. Le processus va au-delà de la loi. Mais mon cher frère, moi je pense qu'à ce niveau, tout ce qui s'est dit autour des lois, ce ne sont que la désinformation et des rumeurs. Attendons voir le travail qui va sortir au niveau de la commission. Nous saurons si on dit les chefs de l'État taillent la loi à sa mesure. Nous allons voir cette mesure-là, c'est quoi. Et on reviendra vers vous pour vous communiquer. Voilà, la loi est taillée selon sur mesure du chef de l'État. Dans la deuxième partie de l'émission, parce que l'argent est dans les nerfs de la guerre, et vous êtes un expert en finances publiques, d'ailleurs vous l'avez déjà évoqué, à chaque fois, après chaque 5 ans, tout ça, on doit aller aux élections, alors que ces pays, vous l'avez dit, a d'autres priorités. Les priorités sont plutôt ailleurs. Mais Jérémy, oui, ma question est plutôt celle-ci. Les financements de ces élections. Qui finance? Financement propre? À quelle hauteur? Et pour quel résultat? Merci beaucoup, cher John. J'aimerais aborder la question sur 2 angles. Deuxièmement, du fait de l'organiser. Vous dites chaque 5 ans, nous devons organiser l'élection, ça demande beaucoup de moyens. La Constitution. Ça, il n'y a pas de problème. C'est la loi qui nous le donne. Dans un pays pauvre comme le nôtre. C'est consacré. On n'a pas de choix, c'est la loi. C'est consacré au niveau de la Constitution, cher John. Maintenant, à ce qui concerne les financements, vous devez savoir comment l'État fonctionne. L'État a un instrument de gestion qu'on appelle budget, le budget de l'État. Dans le budget de l'État, il y a 3 types de crédits. Nous avons le crédit prévisionnel, nous avons le crédit évaluatif et nous avons le crédit limitatif. Tous les budgets dans son ensemble, là, quand on parle de 11 milliards, là, il y a ces 3 catégories de crédits qui sont dedans. Les crédits sont des dépenses autorisées par le Parlement sur un secteur X ou Y. Les crédits prévisionnels, j'aimerais expliquer pour comprendre la logique. Les crédits prévisionnels, ce sont les montants qui sont dans les budgets, qui sont destinés à organiser, prévoir les catastrophes. Prévoir quand les chefs de l'État arrivent dans ce pays, vous voyez que des impondérables, c'est-à-dire les choses qu'on ne gère pas. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous avons une catastrophe naturelle à l'Est. Vous voyez, du coup, on engage les ministres des Affaires sociales, tout ça. Il y a des moyens qui sont prévus dans ce sens. Les élections aussi, les moyens aussi destinés à organiser les élections sont prévus dans ces crédits-là. Les crédits prévisionnels. Chaque année, l'État dispose dans sa loi de finances une partie d'argent qui est destinée à être gardée dans le cadre de ces crédits pour organiser les élections dans les 5 ans.
C'est-à-dire, on se sert des estimations passées. Par exemple, sur les élections passées, nous a coûté 1 milliard de dollars ou 900 millions de dollars. On le divise pendant 5 ans. Pendant les 5 ans, on le divise encore pendant 12 mois. N'est-ce pas? Chaque mois, l'État ponctionne une partie de C'est C'est respecté. Non, c'est dans la loi. Mais ça, c'est La la loi. loi. Non, madame. La loi des finances, comme on l'appelle, la loi, elle doit être respectée ligne après ligne. Mais ça reste C'est comme la... règlement. C'est comme... Non, si, madame. Ça, c'est la loi. Ouais. Mais pratiquement, est-ce que ça se passe de la sorte? Je pense que c'est ça. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu un problème dans l'essence de financement. Non, mais Kadima, souvent, c'est plein. Hein? Bon, certainement, il y a un petit problème de communication entre Kadima et les ministres des Finances. Oui, à un mais moment, moi, ouais. je pense que le gouvernement sera responsable quant à ça. Parce que c'est lui qui gère le budget de l'État, c'est le gouvernement qui est chapeauté par le Premier ministre. Dans le cadre des crédits prévisionnels, l'État devait prévoir chaque mois ou chaque année une quotité, n'est-ce pas, pour les élections de 2023. Donc on n'a pas à se poser cette question. Donc s'il n'y a pas l'argent en 2023, on n'a pas à demander quelqu'un d'autre. On va demander le gouvernement. Au cas où ils n'ont pas pu le On va faire. demander Ilou Kamba et Sama. Oui, Il faut commencer avec Ilou non, Kamba. mais notre gouvernement quelle est l'expression qu'on utilise, a pratiquement des responsables. Bicéphale. Bicéphale, voilà. Donc, le chef de l'État fait partie du gouvernement, de l'exécutif plutôt. C'est lui le chef de l'exécutif. Donc, s'il n'arrive pas à organiser l'élection, du coup, la population va nous demander comment vous n'avez pas pu. Et je pense qu'avec la croissance économique actuelle, en tout cas, la raison d'argent ne peut pas tenir. Ah oui. Donc on ne vient pas nous raconter les histoires de l'argent, ça serait un prétexte. En tout cas, à ce que je sache, avec les notions de finances publiques que j'ai, je ne pense pas que notre Premier ministre, avec les experts qui l'entourent, on ne peut pas mettre à côté quelques crédits prévisionnels pour préparer les Mais le élections de problème, c'est quoi? Le 2023. problème d'argent ne se pose pas. Mais comment mobiliser autant d'argent? Ça, c'est la deuxième partie de ma question. Mais c'est pour quel résultat? Parce que nous organisons les élections dans ces pays. Mais ça change quoi? Oui, mais cher John, ça j'ai répondu. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Non, ce n'est pas de l'argent jeté. En réalité, toute la population. Vous organisez les élections aujourd'hui, juste après, vous entrez dans des conflits post-électoraux, et ça vous prend encore 2-3 ans comme ça. Jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui reviennent sur ces refrains vérité des Vous posez plusieurs questions au même moment. Ça dépend de la forme des élections. Vous comprenez? Vous abordez l'importance des élections et sa forme. La forme de notre élection, c'est ce qui nous coûte plus cher. Nous avons fait de façon que nos élections soient organisées de manière à ce qu'il y a un grand processus. Il faut d'abord commencer par l'enrôlement des électeurs. Identifier ceux qui ont atteint 18 ans. Dès que vous les identifiez, vous leur donnez une carte spécifique qui aujourd'hui servent aussi d'une carte d'identité. Mais si nous étions dans un pays organisé, normalement ce travail de processus d'identifier des nouveaux électeurs ou de renouveler la carte d'électeur devait être fait au niveau du ministère de l'Intérieur. N'est-ce pas? Oui, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas dans un pays sérieux. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui gérons. Cette carte d'identité, ou soit cette base de données qui allait être disponibilisée par le ministère de l'Intérieur, allait permettre juste à la CENI de prendre ces fichiers, en faire son fichier. Ça devient un fichier électoral. À travers ces fichiers, la CENI allait passer directement à l'organisation des élections. Ça allait nous coûter moins, beaucoup plus moins cher que les coûts actuels. Du fait que nous avons encore cette difficulté d'organisation sur le plan administratif, c'est ce qui fait que nos élections coûtent. Mais en termes d'importance, cher John, il n'y a que les élections. Il n'y a que des élections qui peuvent permettre à un échantillon des Congolais être choisi par la majorité des Congolais pour être aux commandes des autres. Parce que nous avons fait un pacte. Conformément à notre constitution, la population est dirigée par le gouvernement. Vous m'excusez pour ce petit tâtonnement. Ça veut dire que nous avons les gouvernés et les gouvernants. Les gouvernés, ils sont nombreux. C'est l'ensemble de la population. Les gouvernants, c'est une petite équipe que la population s'est choisie. Vous voyez? Et on ne peut pas laisser ces poignées de personnes-là
diriger le pays pendant un bon moment. D'où la Constitution dit chaque 5 ans, nous renouvelons. Ça permet à John aussi de prouver de quoi il est capable. John peut être député, chez lui, je ne sais pas moi, dans sa province, ou député national, tout ça. Il peut être sénateur. Ça nous permet de renouveler des connaissances, de renouveler aussi les animateurs. Vous savez, si on laisse une personne diriger, il y a eu aussi même l'intelligence a des limites. Donc les élections, c'est très important. Cyclique. C'est pour avoir de nouveaux animateurs. Mais les coûts, la forme, c'est peut-être ce qu'il faut réfléchir dessus, voir qu'est-ce qu'on peut faire de façon que de plus en plus nous puissions avoir des élections qui nous coûteront moins. Alors parlons justement de ce budget. Vous avez évoqué les crédits prévisionnels qui devraient logiquement... Pas qui devraient, c'est comme ça, madame. Oui, parce qu'en réalité, on ne le voit pas. Qui doit justement avoir une quotité pour les élections. Oui. Mais est-ce que vous estimez qu'à ce jour, la RDC peut à elle seule financer les élections ou on doit toujours recourir par exemple aux partenaires financiers qui viennent de l'extérieur pour soutenir les élections? Est-ce que ça n'entache pas aussi la crédibilité du processus électoral? En tout cas, madame, c'est le souhait. Vous savez, c'est un processus national. C'est un processus de détermination de notre souveraineté. L'idéal serait que les élections soient financées à 100% par les institutions congolaises, en particulier par le gouvernement. Mais si nous arrivons des fois à aller vers le partenaire extérieur, c'est du fait peut-être de la modicité de nos recettes. Mais je crois pour le contexte actuel où notre économie est en croissance, où en termes de recettes nous sommes en train de faire des exploits, je pense que vous avez suivi avec moi que le gouvernement venait de réaliser la mobilisation de recettes d'$1 milliard en un seul mois. C'est un exploit qui n'a jamais existé dans notre pays. Déjà avec ça, je mets vraiment beaucoup de doutes que nous allons solliciter le financement extérieur pour nos élections. Je ne pense pas. Mais est-ce que cette façon de faire n'entache pas la crédibilisation du processus électoral? Bon, en réalité, la crédibilisation, madame, viendra de la CENI, de la manière de travailler de la CENI. En fait, c'est à la CENI de pouvoir nous rassurer. Vous savez, au niveau du processus électoral, il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup d'étapes. C'est à la CENI de voir comment est-ce qu'il peut associer tout le monde, la société civile, les représentants des différents camps politiques, de voir comment est-ce que les choses se préparent dans la marmite. Parce que la méconfiance naît de temps en temps quand les gens se sentent isolés. On ne sait plus à quel niveau nous sommes. Par exemple, l'accréditation des témoins. Vous allez vous rendre compte, généralement, il y a 2 poids 2 mesures. On donne plus de cartes de témoins aux uns, aux autres on en donne moins. Mais si la CENI prend comme responsabilité d'être honnête par rapport à son fonctionnement, je crois qu'il y aura cette crédibilité que nous recherchons. La crédibilité ne vient pas en réalité dans la loi électorale. La crédibilité vient dans l'opérationnalisation des choses. Dès que la CENI va se lancer, nous verrons comment est-ce qu'il va s'en prendre. Et je crois que c'est de là que nous allons dire non, cette équipe est différente par rapport à l'équipe passée. Alors, Jérémy, le nœud du problème aussi dans notre pays, c'est toujours les délais constitutionnels. Là, il se pose un problème. En principe, 3 mois avant la fin du mandat de l'actuel président, ça doit être au mois de septembre, je crois. On doit organiser les élections. Pensez-vous que nous sommes dans les bons, nous allons respecter ces délais constitutionnels? Oui, moi je pense que selon le plan d'action annoncé par la CENI, qui n'est pas encore un calendrier électoral, les choses sont projetées dans ce sens. J'aurais appris que je n'ai pas pu lire l'entièreté de ce calendrier. D'ici le 31 décembre 2023, nous aurons les élections. Déjà, si nous ne dépassons pas 2023, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est question de façon que la CENI et le gouvernement puissent se mettre en place pour qu'on disponibilise les moyens. En fait, que chaque opération soit respectée telle que décidée dans le calendrier. Si ces opérations ratent l'une après l'autre, c'est ce qui entame le délai. Mais si c'est exécuté, parce qu'ils ont commencé par l'évaluation. Mais déjà nous accumulons par l'évaluation. Non, c'est à la CENI de nous communiquer. Moi, je ne suis pas porte-parole de la CENI. L'accumulation s'il y a cette accumulation, c'est à la CENI d'alerter. Si la CENI n'alerte pas et qu'il l'encaisse, c'est à elle. La responsabilité lui reviendra. C'est de là aussi, moi j'avais appuyé la proposition du G13. Il faut à un certain niveau qu'on contraigne le président de la CENI et toute son équipe de savoir
que ce n'est pas du fait d'être représentant de la loi et de la CENI et que vous devenez le chef de la République, où vous devrez faire les choses À un moment, il les devient. Hein. Oui, conformément à votre volonté. Le pays est dirigé par les textes. Et lui et nous sommes soumis à cela. La Constitution nous dit, d'ici 2023, nous devrions avoir des élections. Moi, je crois que la CENI devait faire de tout son mieux, de tout son nécessaire pour nous donner ces élections en 2023. C'est possible. Les cas contraires, ils seront seuls responsables. 2 provinces sont dans un régime spécial, celui d'état de siège. Pensez-vous que cet état des choses est de nature à perturber le processus? Non, je ne pense pas, mon cher frère. L'état de siège... Où nous risquons d'aller aux élections sans ces provinces. Non, c'est pas... Il y a une administration qui On fonctionne. l'a connu, hein? Non, dans ces coins-là, il y a une administration qui fonctionne. Une administration. Seulement que ça a une autre forme. Ça a une forme militaire. Ouais. C'est une administration militaire. Mais c'est un régime spécial. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais les gens mangent, ils vivent, ils se Ils promènent. font des affaires. Ils se promènent, ils font des affaires. Ils se marient. C'est-à-dire que la vie est réelle dans ces coins. Bien qu'il y a quelques villes ou quelques localités où les rebelles dérangent. Mais sinon, dans ces coins-là, il y a la paix. Ça ne peut pas être un prétexte pour entamer la vie réelle. Dans ces coins, il y a la paix. Il y a la paix? Non, j'ai dit, il y a des coins où la paix est perturbée. Ouais. Mais dans l'ensemble, les gens vivent. Si vous allez à nord-ouest, nord Kivu, sud Kivu, ce n'est pas la guerre dans son ensemble. N'est-ce pas? C'est quelques villages ou territoires. Mais du reste, les gens font des mouvements. N'est-ce pas? On ne peut pas empêcher les élections pour toute l'État de la République. Raison parce qu'on a un état de siège à l'Est. Je ne crois pas. Et le chef de l'État n'est pas disposé à le faire. Alors, une Je ne dernière Je question ne le vois pas dans avec ça. Le Nathalie. Premier ministre, d'ailleurs, en passant, je crois au Nord Kivu, en Ituri, il a dit que pas d'élection sans le Nord Kivu et la province de l'Ituri. Ça se fera, madame. Les élections auront lieu. Non, mais s'il n'y a pas la S'il n'y paix, a pas la paix. c'est pas un piège, ça. Il y a- Tout ça, Hein. il y aura des votes dans l'insécurité, Ouais. l'enrôlement. C'est pas un commencera- piège, là. Oui. Ça C'est peut passé- constituer un Vous- prétexte vous- pour retarder les vous élections. me donnez l'impression que c'est la première élection que nous organisons en RDC. Ça, nous sommes à notre troisième Mais cycle. on n'a jamais respecté les délais. Cycle C'est ça, le électoral. Vous problème. parlez Hein. du délai, vous parlez de la sécurité, cher John. Oui. Soyez précis. Ici, nous sommes dans notre troisième cycle électoral. Notre premier cycle électoral a eu lieu en 2006. Il y avait cette guerre même à l'Est. Pire d'ailleurs. Notre deuxième cycle électoral, c'était en 2018. Il y avait cette guerre à l'Est. Pire d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a réduction même des groupes armés. Pour votre information, les groupes armés, c'est vraiment réduit. Ah bon? Oui, c'était plus comme avant. Donc, c'est-à-dire que l'état de siège a quand même amélioré la situation. Ça, c'est votre Parce qu'il n'y a avis. pas... Bon, c'est ça. Il n'y a pas La encore... la Votre société avis, civile dit le contraire. dit le contraire. S'il vous plaît, madame. Oui. Nous savons comment ça fonctionne dans notre pays. Les gens veulent communiquer pour se faire une santé communicationnelle. Mais contrairement au bilan passé, maintenant là, c'est approximativement évolutif. Donc sa situation évolue. C'est-à-dire, notre troisième cycle ne peut pas être entamé parce qu'il y a cette guerre à l'Est. Moi, je crois qu'il y aura des dispositions qui seront prises. Nous allons organiser notre élection. Et le reste, le gouvernement qui viendra, si jamais la guerre continue, ils vont prendre des dispositions pour mettre fin définitivement à cette guerre. Bien dit. Jérémy Kiloubou, nous atterrissons déjà. Alors, comme l'intitulé de cette émission, pouvez-vous dire aux Congolais, tous aux urnes, d'ici peu? Oui, je crois que c'était un droit pour nous. Je suis aussi congolais. Je ne m'adresse pas seulement aux Congolais qui nous regardent. Je m'adresse à moi-même aussi. Tous aux urnes. Nous avons droit aux élections pour 2023. Nous n'avons intérêt à ni supplier, ni les solliciter, ni les quémander. Oui. La Constitution Ni les dit- mendier. Ni les mendier. La Constitution dit C'est un après droit. 5 ans, le gouvernement devait nous donner des élections pour nous choisir de nouveaux animateurs. Je crois que nous tendons vers cela et la CENI sera prête pour nous confier et pour nous donner cette occasion de nous doter de nouveaux animateurs. Un message aussi aux partis politiques qui jouent un rôle par rapport à cette population qui doit justement aller aux élections. Oui, les partis politiques, je crois qu'il est déjà temps de pouvoir sensibiliser. Voilà pourquoi j'ai dit, dans ce virage électoral, tous les partis seront à la quête d'une victoire pour 2023. Donc certainement, il y aura des choses qui vont se faire. Il est temps pour eux d'aller voir leurs camarades militants, de pouvoir d'abord les sensibiliser sur l'intérêt des élections. Parce que, madame, vous le savez, comme vous le savez, il y a une méfiance autour des élections.
Pourquoi? Parce que les gens voient que les élections n'ont pas encore apporté des solutions adéquates aux problèmes de la société, aux problèmes du développement. De temps en temps, les gens se demandent pourquoi nous votons. Mais moi, je crois que les gens ne peuvent pas se fatiguer, que les gens ne s'arrêtent pas là. Essayons encore, jusqu'à ce que je crois que les choses vont changer de ce pays. Ça va décoller un jour. Ça va décoller, John. Nathalie Demba, on dit quoi? Merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Et surtout, merci beaucoup à Jérémy Kiloubou. Vous êtes acteur politique et surtout expert en finances publiques. Vous l'avez démontré d'ailleurs tout à l'heure avec Maestra. Merci beaucoup. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Je suis convaincu que très bientôt on va encore vous retrouver parce que nous sommes en plein processus électoral. Avec le même plaisir. Merci beaucoup, John. Nous sommes à votre disposition. On ne manquera pas de votre invite. Merci à la grande équipe technique qui nous a réalisé. Retrouvez tous aux urnes les mêmes jours à la même heure. Au revoir. Au revoir.